Donc effectivement, la conférence s'appelle Film géodésique et mensuration de la Terre. J'en suis arrivée là en finissant mon doctorat en juin dernier. En fait, ça traite de la dernière partie de ma thèse qui a été soutenue à Paris 8 et qui est une thèse qui mélange pratique et théorie. Enfin, je sais pas, voilà. La géodésie, c'est la science de mesure de la Terre, en fait. Hein. Vous en parliez à l'instant. C'est un terme que j'ai découvert en essayant de trouver un langage théorique par rapport à mon travail. Et ce que j'appelle des films géodésiques, c'est un peu un élargissement poétique. Hein. Je me défends en tant qu'artiste par des positionnements poétiques. Ce sont des films qui, en s'ancrant dans le territoire, permettent une appropriation du temps et de l'espace à une échelle planétaire et cosmologique. Donc, en fait, c'est dans l'idée que les images, les outils de la captation en vidéo, les webcams, assortis d'autres outils, deviennent des outils de mesure et de déchiffrement de la planète. Donc, je vais faire une traversée un peu de mes projets, tout en citant d'autres. Ce projet, par exemple, c'est une tentative moi, je ne vais même pas dire ça, de cinéma imprimé, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on va perdre trop de temps. Mais c'est un travelling latéral de 550 km avec un enregistrement continu vidéo entre Rio de Janeiro et Sao Paulo, avec dans l'idée de reconstituer sur la forme d'un panorama fixe quelque chose qui a été tourné en mouvement, en fait, donc qui a été tourné à un rythme, je ne sais plus, on était à 29 images secondes peut-être sur les normes brésiliennes, d'Amérique du Nord, et qui finalement est une tentative impossible de déployer un paysage dans l'environnement, puisque ici vous avez l'exposition qui a eu lieu à Lausanne il y a 3 ans, où on a déployé 42 mètres de ce paysage, et ça correspond à peut-être quelques minutes sous les 12 heures d'enregistrement. Donc il y a une impossibilité de montrer le travail. Et ce qui nous a intéressé dans cette histoire, c'est que l'impression, finalement, exerce une sorte de pression sur le mouvement, et que la représentation de l'espace traversé se fait également par une pétrification du mouvement de l'image en mouvement. Et donc, on assiste à une distorsion réelle entre le premier plan et l'arrière-plan, puisque selon ce qu'on veut reconstruire, donc à raison, on conserve 3 images secondes. Si on veut reconstruire le premier plan ou l'arrière-plan, on est parfois obligé de répéter cet arrière-plan. Vous voyez, par exemple, là, plusieurs fois la même tour à l'arrière-plan pour essayer de garder une homogénéité du premier plan. Et donc, dans ce qu'on dit, c'est que dans cette désarticulation, perspective désarticulée, quelque part, on a comme une révélation de la structure même du paysage, et que ça en dit plus et ça en raconte plus des structures du paysage ou de l'activité humaine ou de l'espace traversé que dans quelque chose qui serait optiquement plus articulé ou plus juste, en fait. Donc voilà. C'est vraiment aussi, je ne vais pas citer Duchamp, mais la question à chaque seconde un objet différent, le même objet différent. Enfin, il y a tout ça. On a tous Duchamp tout le temps en tête, mais enfin voilà. Il y avait aussi la manière dont on navigue dans le paysage. En fonction de la vitesse, on est arrêté. Donc, on a un temps de description plus long du paysage. Ça peut correspondre à un niveau d'urbanisation, donc à des réalités socio-économiques aussi. Donc, ça raconte cette espèce de scan du paysage racontait beaucoup. Et justement, ça me fait penser au travail de Mitchell Watteau, qui est donc un théoricien et artiste canadien qui propose des site scans de paysages sur une semaine, par exemple, et qui dit que simplement faire un scan comme ça au long des journées, au long de la semaine, on finit par avoir un diagramme optique de l'activité humaine, et donc dans cette désarticulation du paysage représenté, on finit par avoir une réalité, enfin les activités humaines qui sont représentées. Alors ça peut paraître très poétique, mais à la fois quelqu'un comme Tufte, le théoricien, avec les wavefields, parle de ça également. Donc on trouve ça chez ce théoricien également. On considère que Watteau considère que c'est comme une carotte de forage, que l'image sert de carotte de forage dans la surface des images, pardon. Voilà.
Donc ça, c'est un autre exemple de son travail. Donc le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est Michael Snow parle de film de mouvement, c'est-à-dire là où la caméra est vraiment une entité expressive, hein, donc des zooms très très longs, des travelling très très longs. Et c'est vrai que c'est important dans ces films qui sont en relation ou ancrés dans le territoire, en fait, hein, la question de comment ils vont être réalisés, puisque là il y a toujours dans les dispositifs dans lesquels je parle, il y a toujours une captation optique, il y a toujours une relation à la caméra, donc à la perspective, à la relation image-mouvement, etc. Et donc, la caméra, finalement, participe à décrire la forme du paysage. Dans Machine for Taking Time de David Rockaby, par exemple, il décrit un mouvement de panoramique où il explique que c'est le mouvement naturel de la nuque et c'est la réponse en mouvement de caméra de la forme du paysage. Voilà, c'est ce genre d'idée-là. Dans ce projet, 6 semaines de parallèles confondus, c'est un projet qui a multiples entrées. C'est l'histoire de 30 allers-retours entre mon domicile et un centre de radiothérapie. Et dans ce temps de ces 6 semaines, j'ai enregistré au GPS l'ensemble des trajectoires. C'est un projet qui est déjà un petit peu ancien, qui est de 2008. Et j'ai également, donc on voit la projection de ces 6 semaines de parallèles confondus. Par 2 points ne passe qu'une seule droite, ainsi que toutes ces parallèles confondues. Et on se rend compte qu'au GPS, pratiquement ça marche. Le seul endroit où vous voyez ici un écart dans la trajectoire GPS, c'est qu'il y a une perte des satellites, parce qu'il y a une butte, en fait, simplement. Voilà, c'est ce qui explique cet écart. Donc il y a ma trajectoire ainsi indiquée sur le territoire, qui a donné lieu à une carte qui a été imprimée. Enfin, c'est aussi un livre, en fait, ce travail-là, qui a été édité chez Art et Fiction. Et il y a également, je coupe le son, enfin, c'est ma rencontre avec l'ancien chef de la sécurité du Front National, mais il y a plein d'histoires périphériques à l'histoire principale là-dedans. Donc à l'époque, je prends un téléphone portable. De toute façon, j'étais en moyen léger, j'étais dans une histoire tout à fait périphérique au Champ de l'Art, là. Et donc, pour occuper le temps entre ce centre de radiothérapie et chez moi, j'ai décidé, dès le premier jour, d'enregistrer le paysage en travelling avant. Et simplement de refaire un montage par le collage dans le paysage en changeant en fonction de l'invention et aussi la vitesse de la voiture qui est très importante là, donc de changer toutes les 3 ou 4 secondes et de se rendre compte que ça recollait et que donc même dans l'objet film comme dans l'objet GPS, on arrivait à retrouver ces parallèles confondus, en fait. Donc, y compris dans un objet film où il y a une relation à la perspective qu'on pourrait penser plus forte. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que finalement, le film, c'est comme les tracés GPS, il y a un processus de Gestalt, on va dire, la loi du destin commun. On ressent la droite, on ressent l'avancée ou le tube, on ressent, et même si elle ne se dessine pas à l'écran, si je ne dessine pas cette droite, on la sent, par le phénomène, par le mouvement de caméra. Donc on arrive finalement à un film mi-filmique, mi-géométrique, avec l'idée d'une droite sous-jacente et qui reste en relation avec la carte qui est donc présentée conjointement au film. Donc voilà, pour ce projet. Je remonte en arrière, ça va faire. Je rentre pas dans les détails, mais je passe beaucoup par l'étape du dessin, en fait, dessiner le montage, dessiner la relation à la carte, ce genre de choses. Ensuite, j'ai travaillé... tu l'as pas présenté plus que ça, mais j'ai travaillé longtemps sur d'autres types de relations au réel ou au territoire. Et je cite par exemple le travail de Daniel Thibault, GPS Movie, ou encore... le travail qui est très connu là, de Sauter et Lusenbrick, qui sont des personnes qui ont travaillé sur la relation finalement entre mouvement de caméra et forme, voilà, qui arrivent à dire voilà, quelle est la forme de ce mouvement de caméra. Donc dans le cas là, c'est même des formes qui sont replacées dans l'espace, donc le mouvement de caméra, la montée d'escalier, et c'est cette forme à laquelle ils parviennent, en sachant que ça veut dire que le mouvement de caméra épouse le territoire, entre guillemets, et entre en relation de perspective systématiquement avec lui. Et si je me déporte de côté, que je fais un autre mouvement de caméra, je ne peux pas produire le même objet. Donc il y a une vraie relation de l'opérateur caméra au territoire. Et dans un projet qui s'appelle Journée, pour ceux qui ne connaissent pas,
Enfin, je pense que c'est très très connu, donc voilà. Je passe ça rapidement. Dans le projet qui s'appelle Journée, qui est donc pour moi quelque chose qui va un tout petit peu plus loin, j'ai travaillé sur ce que j'appelle une transformation en continu, c'est-à-dire de partir d'un principe poétique qu'il n'y a plus de perte qualitative entre la prise de vue et la restitution en objet, en fait. Donc c'est un projet qui est en cours de finalisation, mais qui est sur 2 scénarios. Ça va le temps là? Je crois. Ok, ça marche. Qui est selon 2 scénarios. Le premier scénario, c'est donc une série de prises de vue réalisées dans des aéroports pendant plusieurs années, comme ça, de façon un peu... J'ai fait ça avec Michiko Tsuda, qui est une artiste japonaise. Je travaille depuis 6 ou 7 ans avec elle. On a signé pas mal de pièces ensemble. Donc, voilà, à chaque fois qu'on prend un avion, là, c'est un problème de riche, tout ça. On fait des prises de vue et puis on sentait... En fait, on avait dans l'idée d'arriver à quelque chose de générique. Le mot-clé de cette histoire, c'était générique. L'aéroport, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un lieu générique lié à des procédures et dont l'architecture est complètement liée à la question des procédures, en fait, des passages de douane, les checkings ou ce genre de choses. Et donc, le premier scénario de cette fameuse journée-là, c'est de modéliser en 3D, puis d'imprimer avec les machines à résine des travelling. Ici, on en voit un exemple, avec seulement ce qui est visible à la caméra. Donc, il y a une espèce de fonte du décor en fonction des lignes de perspective, en fait, puisque ce qui n'est pas visible à la caméra n'existe plus dans la mémoire de l'objet, un peu. Donc voilà, pour ce genre d'impression, avec une idée de modularité. Alors là, ça prend une dimension un peu plus poétique ou politique, je ne sais pas, de dire qu'on peut produire une série de modules de villes impossibles, l'aéroport de Détroit à celui... Enfin, il y a comme ça des passages de frontières qui ne peuvent pas se faire et qu'on peut faire comme ça, qu'on pourrait jouer avec des modules de ce type-là pour passer d'un aéroport à un autre, ce qui n'est pas... politiquement possible parfois, parce qu'il faut être labellisé pour passer de ces portes d'aéroport à un autre. Et puis là, vous avez ce travail de diptyque, de mettre en regard finalement le processus l'impression 3D, en regard du travelling d'origine. Donc là, on est dans quelque chose d'où le vivant est sorti dans ce premier travail. Donc le vivant est sorti du lieu et du souvenir et de la relation à l'image mouvement. Il faut vraiment voir cette impression 3D comme une ligne de temps. Elle a été réalisée en fonction du travelling, et donc sur cet objet, c'est cristallisé des images secondes, quelque part. Donc à la droite de l'objet, on est à 0 secondes du film, à la gauche de l'objet, on est à 15 secondes du film. Donc, et avec les distorsions que ça implique. Donc ça, c'était le premier scénario. Le deuxième scénario, ça part d'une notion qui s'appelle l'homéomorphisme. C'est la fameuse transformation de la tasse en beignet, sans rupture qualitative, sans rupture de surface. Et donc, ce mot-là, vous savez, les flashs comme ça, c'est vraiment, je me suis dit, voilà, c'est ça. C'est-à-dire vraiment une notion de transformation continue en essayant de produire des formes qui ne soient pas consécutives à une déchirure du matériau filmique. C'est-à-dire que vraiment, on se dise que si on arrivait à une remodélisation, de se retrouver à un objet vidéo qui soit préhensible, attrapable par la main, et qu'il n'y avait pas eu de rupture qualitative à la prise de vue, puisqu'on sait qu'on perd la 3e dimension, qu'on sait qu'on perd le hors-champ, même s'il en reste des indications, et on sait qu'il y a tout un ensemble il y a un processus de changement qualitatif entre le réel et la captation vidéo, qui est incontestable. Mais donc nous, on travaille à cette non-rupture, et donc on essaye de regarder ce matériau filmique, donc ce matériau vidéo, sous cet angle de non-déchirure. Et donc, les mêmes séquences d'aéroports ont donné droit à ce genre de forme-là. Là, vous avez la forme d'un travelling avant
dans l'aéroport, justement, hein, toujours un travail de lieu générique. Donc on fait quoi? On balance de l'image vidéo dans un logiciel censé modéliser des formes en fonction justement on l'utilise à rebours, hein, ce sont des logiciels, vous savez, si vous faites le tour d'un objet à 360 degrés, il va vous donner une modélisation. Donc on utilise cet outil-là, mais à l'envers. Donc on balance des images de travelling pour voir quelle forme finalement ressort de tout ça. Donc là, c'est un travelling avant. Ici, c'est le même travelling latéral que vous avez vu précédemment, sauf qu'ici, le vivant n'a pas disparu, mais il est sédimenté. Il est sédimenté dans l'image. Et donc, que ce soit vivant ou architecture, finalement, cela demeure. Toutes les trous et les béances, ces espèces de liquéfaction comme ça, ce sont finalement les aberrations auxquelles le programme n'a pas pu faire face et dont il n'arrive pas à remplir avec les images en mouvement. Donc, ce sont les carences de la captation qui là, nous sert quand même à mesurer l'espace et à le remodéliser, en fait. Donc là, vous voyez, ce sont des personnes sur les bancs auprès des bornes, cristallisées dans ces impressions 3D. Je parle souvent de Pompéi. C'est vraiment quelque chose qui a été... c'est-à-dire comme s'il y avait une force de sédimentation très forte, comme voilà, une éruption volcanique qui fait que tout c'est figé quoi, en l'état. Donc ce sont des objets, pour reprendre l'expression de Tania Ruiz, des objets spatio-temporels. Hein, ce sont des objets qu'on peut attraper, mais qui sont des lignes de temps et qui sont le résultat d'un travail de relation, d'un travail entre l'algorithme et l'image en mouvement, en fait, de relation à la perspective. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc voilà, c'est le même travelling. Avec un effet un peu d'écho pour moi, comme voilà, l'impression 3D vient un peu en écho. Et je pense que vraiment, en tout cas, l'enjeu poétique de tout ça, c'est d'imaginer que, évidemment, qu'on est dans quelque chose de cyclique, la tasse qui va en beignet, qui va en tasse, qui retourne en beignet, etc. Alors, évidemment que, comme il y a rupture qualitative, le réel qui est capturé devient un objet, mais ne peut pas revenir du réel. Mais il y a quand même quelque chose dans ce processus de formation qui fait que on perd pas la chaîne du processus de mise en forme, quoi, et qu'il y a donc une transformation en continu, c'est-à-dire qu'on part des images et avec qu'on gère qu'on arrive à cette forme par un calcul algorithmique et on arrive à cet objet qui est un objet spatio-temporel. Et finalement, voilà, et on a comme si la chaîne du processus était encore visible dans la forme de l'objet, en fait. Donc la chaîne du processus de captation de l'image. Donc voilà pour ce projet. C'est bon ? Encore 5 minutes. 4. Ah oui, alors il faut que j'aille plus vite quand même. Et le dernier type de projet, l'avant-dernier type de projet sur lequel je veux parler, c'est mon travail avec les webcams. Donc je vais aller plus vite. 5 minutes. Bon. 5 minutes, ouais. Bon. Donc je peux pas montrer les films, j'ai pas le temps, mais j'ai travaillé longtemps sur le fait de capturer les. Attendez, excusez-moi parce que. Ah oui, je me fais tout le temps avoir avec ça. J'ai travaillé longtemps avec le fait de regarder le Japon à distance. J'ai eu un travail très long avec Michiko Tsuda là-dessus. Et donc là, je me suis intéressée, qu'est-ce que ça veut dire de faire une prise vidéo à distance, en fait? Et quelle est ma situation au niveau de la Terre en tant qu'opérateur? Donc j'ai fait un certain nombre de schémas. Et puis de qu'est-ce que le hors-champ et le champ de la caméra quand l'œil de l'opérateur est distant de plusieurs milliers de kilomètres, ou en tout cas n'est pas derrière la caméra. Et donc j'ai commencé à travailler sur cette notion de champ hors champ en essayant d'imaginer que le hors champ finalement c'est ce qui est dans la contiguïté du cadre de la caméra, et que si moi je suis en France et puis que ma caméra est au Japon, il y a comme un hors champ qui est planétarisé, c'est-à-dire qu'on arrive finalement à mettre mon œil on va dire et le champ de la caméra en relation simplement par la contiguïté des cadres, et à retrouver une relation spatiale entre ces deux événements. Encore le projet Switch Eyes, qui est deux prises de vue connectées entre le Japon et le Brésil,
où Michiko m'envoie une image et pour que mon appareil photo se déclenche, il faut que je sois orientée pareil qu'elle. C'est-à-dire que l'image est à 50 degrés nord, je la reçois. Si je veux que mon appareil photo se déclenche avant de me le faire voler dans la rue, je fais en sorte de tourner et il ne se déclenche que quand je suis à la bonne orientation. Ce qui fait qu'on est distant de 11 heures de décalage horaire, de plusieurs milliers de kilomètres, mais qu'on entre en relation spatiale. Puisque si on prolonge les points de fuite depuis nos deux caméras avec une approche topologique, on finit par avoir les images qui se croisent quelque part dans le cosmos. Ou alors, si on trace des lignes de la contiguïté du cadre de ma caméra à la sienne, on finit par tracer des lignes à travers le globe planétaire ou des sortes de latitudes ou longitudes voilà, qui se recoupent. Donc je passe un petit peu plus vite sur cette histoire-là. Pour en arriver à mes dernières recherches, je passe beaucoup par la mise en dessin finalement de mon travail, notamment toutes ces œuvres qui ont travaillé sur la question du territoire. J'ai parlé pas mal de globodrome dans ma tête. Quels sont si on les géolocalise, quels sont leurs impacts sur le territoire ou comment elles se dessinent sur le territoire? Là, on voit 6 semaines de parallèles confondus. Ça dessine cette ligne, je pense au travail de Gianni Motti ou à d'autres. Et puis, finalement, il y a aussi les expériences, par exemple, de réalité augmentée avec le groupe Manifestar, qui travaille dans l'espace virtuel géolocalisé, donc finalement, qui ajoute une couche de virtualité à l'espace réel, qui fait que on a des œuvres géolocalisées, mais invisibles dans l'espace virtuel, qui sont quand même géolocalisables. Donc j'ai travaillé un petit peu avec eux, comme cette parade qui est partie de Boston à New York en réalité augmentée, qui a fait le déplacement. On aurait pu la suivre avec le téléphone portable tout du long, et qui finalement se retrouve sur le territoire invisible. Voilà. Et invisible, qui peut passer des frontières parce qu'ils ont géolocalisé des choses à la Maison Blanche ou ce genre de choses, donc qui détruisent les limites du privé et du public, du visa, qui passent au-delà des stades du visa. Et donc, je commence à réfléchir aussi sur la question du champ. Si on cumule, justement en pensant à ça, si on considère comme Hollis Frampton un cinéma infini, c'est-à-dire que chaque film s'ajoute au cinéma infini, en fait. Et moi, j'en suis arrivée à... Est-ce que si chaque caméra s'ajoute au champ des caméras continues, finalement, quel type de cartographie on va pouvoir dessiner du territoire en sachant qu'est-ce qui reste hors champ ou dans le champ des caméras, et à partir de là, quel diagramme du territoire on peut dresser, en sachant qu'on connaît bien les ruptures de continuité filmique qui sont, enfin, je dis toujours la chambre de DSK, l'avion de la Malaysia Airlines qu'on n'a pas retrouvé. Donc finalement, même sur un territoire sous haute surveillance, qu'est-ce qui se passe quand on a perdu le champ des caméras? Et puis, ce qui m'intéresse dans ce genre de représentation, c'est que c'est des cartes qui ignorent les limites du bâti, du privé et du public, puisque les caméras sont à l'intérieur de nos maisons, sont dans nos sacs et sont dans le bâti, enfin dans l'urbain, dans l'espace urbain, pardon. Ou alors on pourra encore parler des satellites, on pourra aussi parler des caméras sans optique ou rayonnées ou ce genre de choses. Et finalement, qu'est-ce qu'on arrive à dessiner sur la base de l'analyse de ces caméras? Puis un dernier projet, ça tombe, ça va tomber. Donc voilà. Donc c'est bon. Oui, moi je suis. Ok. La montre, il reste 1 minute, donc s'il le faut. Voilà, super, tant mieux. Alors je voudrais parler d'un dernier projet sur lequel je suis. On est en train de travailler avec André Girard, qui est d'ailleurs lié à NT2. Cette fois, j'oublie pas de le dire, qui est consécutif à un relevé GPS de 12 000 km, en fait, l'année dernière, et qui dans l'idée, donc on est parvenu à une carte sur la base de ce relevé GPS de 12 000 km, et cette carte est en fait la carte du bassin visuel, donc ça a été calculé en fonction du relief et de l'altitude. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez un peu la route au milieu, parce que c'est tout petit, au milieu du... Là, il y a la route qui
qui passe au milieu. En fait, il reste qu'une route. Et cette route, en fonction des points de cette route, on a le bassin visuel, c'est-à-dire ce qu'on a vu, ce qu'on est censé avoir vu en tout cas, ce qui était dans notre ligne d'horizon. Vous savez que la ligne d'horizon, elle est liée, bon évidemment si on a un mur, on n'a pas de ligne d'horizon, mais au plus on monte, au plus elle est loin, elle est liée à la courbe terrestre, elle est liée au relief, elle est liée à l'altitude. Et donc ce qui nous intéressait là-dedans, c'est de dire c'est le dernier monde, c'est celui de notre champ de vision, quelque part. C'est c'est quelque chose qui est assez ironique sur... on peut avoir comme ça une analyse un peu sociale sur le monde limité au champ de vision, le solipsisme, tout en étant arbitré par un algorithme quelque part, puisque c'est un type d'algorithme... je veux dire, vous en parliez tout à l'heure, la carte, elle est calculée selon un certain type de projection. Donc on est en train de travailler sur cette carte. Justement avec le relief, on était dans la surprise puisqu'on la découvre au fur et à mesure, cette carte de ce paysage qui est assez déchiré, déchiqueté en fait. Donc la carte générale, c'est cette toute petite ligne. Il faut imaginer qu'il ne reste plus que ça du territoire du monde. C'est un peu une dernière Pangée au départ. Ça s'est appelé la dernière Pangée, et c'est devenu l'histoire d'un effondrement. En fait, l'histoire d'un effondrement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est-à-dire que on est, face à cette carte, obligé de réinventer le phénomène géologique qui nous a amené à cette carte, puisque l'idée, c'est de reconstruire une fiction sur la base de cette carte, qui va être accompagnée d'un livre. Et donc, on est obligé de remonter. Maintenant qu'on a la carte, comment on l'a formée, et on voudrait raconter une sorte de phénomène géologique. Et celui qui s'approche le plus de cette histoire, c'est ce qu'on appelle les dolines, c'est-à-dire... ce sont des dépressions circulaires qui affaissent le sol et qui fait que ça s'effondre d'un coup. Comme ici. Donc il faut imaginer en fait ce qui s'est passé, c'est que le monde s'est effondré petit à petit, mais de façon sporadique au début, assez anarchique. C'était pas tout à fait dangereux, puis on pensait que d'abord c'était des mines qui explosaient ou des fuites de gaz. On n'a pas fait vraiment le lien entre eux, entre les explosions et les affaissements, jusqu'à ce que le maillage se soit complètement resserré et qu'on soit arrivé à ce dernier continent, à cette dernière route. Et évidemment, le monde s'est effondré, pop, 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 là, comme un peu le popcorn dans la casserole, là. Et puis, ça a créé un certain nombre de phénomènes migratoires dont on ne s'est pas tout de suite inquiété. On a laissé comme ça le truc venir. Et puis, on a laissé faire. Puis, on s'est rendu compte que, par exemple, on ne pouvait plus vraiment renvoyer les gens d'où ils venaient, puisque d'où ils venaient, ça s'était effondré. Ça n'existait simplement plus. Et le territoire était devenu une sorte de poussière, de bouillie totale. Et donc, la proposition de cette carte, finalement, c'est de dresser, de relever ce qui reste du monde, de même faire un travail de baptême de ces lieux, et puis de regarder ce qui est devenu cette dernière route, c'est-à-dire une dernière route qui est comme un radeau dans un monde qui finalement confond territoire et champ de vision. Voilà, c'est ma conclusion. Merci beaucoup. Quelques minutes de questions sur le temps de la pause qu'on va abréger sans trop de soucis, je pense. Et Joanne, tu m'avais promis que tu poserais une question. Mais non, mais c'est une blague. En fait, la question de l'effondrement, c'est une question métaphorique. Ça doit être ça, ouais. Mais non, mais j'aimerais ça que tu m'en parles, parce que c'est quand même une image... Je sais pas, en fait, c'est là où j'en suis. Tu finis par... il faut remonter la chaîne. Et là, remonter la chaîne, parce que maintenant, il faut pour l'écrire, en fait. Pour écrire cette histoire, parce qu'on doit l'écrire, c'est que la seule force géologique possible, c'est pas un regroupement, c'est pas une Pangée, c'est pas un tremblement de terre... Puis ça peut pas être trop catastrophiste parce que c'est quand même pas hollywoodien comme histoire. Donc ça finit par être une suite d'effondrements brutaux. Oui. Voilà, qui finit par une peau de chagrin. Tu vois là ce que c'est, voilà. Oui. C'est l'image de la peau de chagrin en fait, je crois.
Mais je t'en qu'est-ce raconterai qu'on fait plus, quand on est tous là? Oui. Mais on est pas mal morts, Ouais. je pense. Voilà. Voilà. On est pas mal morts, à mon avis, mais on est tous là, ouais. On est tous là. Enfin, à condition que tu considères on pourrait aussi considérer qu'on n'a plus qu'un territoire chacun, tu vois, le territoire qui se confond avec le champ de vision de chaque personne. On pourrait aussi considérer ça sous cet angle. Là, poétiquement, là, il va y avoir une tension là, à organiser. Peut-être je peux laisser le micro à une autre question, mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait à la fois quelque chose d'inquiétant, mais rassurant, parce que la carte qui est reconstituée, celle que tu nous montres, elle est quand même un peu rassurante, parce qu'il reste quelque chose. Il reste quelque chose. Et puis, l'espoir de tous, c'est d'être inclus dans ce quelque chose. Il y aurait une autre question derrière. En fait, je vais peut-être poser une question un peu bête, mais j'ai pas compris de quel trajet il s'agit. Je sais. C'est pas une question bête. Qu'est-ce qui reste du monde? C'est ça que... Non, c'est pas qu'est-ce qui reste... Enfin, si, mais c'est d'où à où? D'où à où? D'accord. En fait. Je sais pas, je réponds à ça, ouais. Non, mais si je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui reste du monde, c'est ça, hein? Non, mais en fait, oui, ça va être décevant, parce que c'est la traversée des États-Unis. C'est décevant. Dans le sens, c'est décevant. Il faudrait pas que je le livre. Je te le livre parce que je suis sympa, mais dans le sens où ça inquiète même les Québécois, parce que ce qui reste du monde, c'est l'Amérique du Nord. C'est Hollywood. Et le point final, c'est Hollywood. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Enfin, moi, ça m'inquiète. Voilà. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est finalement cette obsession de la topologie qu'on retrouve un peu dans tous les travaux. Je voudrais savoir d'où ça vient et est-ce qu'il y a un rapport finalement entre ce besoin de topologie, de trouver un lieu, et ces espaces qui se retrouvent sur Internet ou qui sont peut-être pas, ils vont pas nier, mais en tout cas ils ont tendance à rendre l'espace-temps plus élastique qu'il n'y paraît, ou en tout cas une illusion d'élasticité. Je sais pas. Tu aurais pu te poser la question à toi-même, oui, non? En fait, moi j'ai l'impression que dans ton travail, il y a encore plus la question du lieu que dans le mien, parce que on le retrouve dans tous les projets quasiment. C'est vrai, ouais. La question d'ancrage, en fait. L'ancrage et ce besoin de topologie, parce que le titre de la thèse, c'est film géodésique. Disons que la dernière partie, c'est film géodésique et mensuration de la Terre. Ça renvoie quand même à la question de l'espace-temps. Oui. Et donc, j'aimerais bien en savoir plus. Non, mais c'est un constat qui est sûr. Alors, est-ce que c'est aussi parce que les travaux sont souvent liés à des circonstances qui font que tu es quelque part sur le territoire et c'est la présence sur le territoire qui déclenche le travail? Il y a des grandes chances que ça soit une partie de la réponse, en tout cas, de dire que c'est la présence sur le territoire qui déclenche le travail. Je pense aussi qu'il y a un peu une obsession de cette réalité qui fuit, qui est un flux qu'on peut pas contenir, et qui fait qu'il y a une envie de le cristalliser, de le conserver, on a beaucoup parlé du travail de mémoire ici, hein. Par exemple, dans 6 semaines de parallèles confondus, en fait, tous ces boulots, en général, se retrouvent face à une impossibilité d'être exposés ou terminés. Hein. Rio, avec mes 500 km, c'est impossible à terminer. 6 semaines de parallèles confondus, c'est pratiquement impossible à monter à son entier. Et donc, il y a aussi une différence entre, finalement, la somme des expériences vécues et la relation à ma mémoire et la relation à la mémoire numérique que je peux en tirer. Donc, je pense qu'il y a un souci qui est là, et qui trouve une partie de la réponse dans l'ancrage dans le territoire. Voilà. En sachant qu'ancrage dans le territoire, ça se discute. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un parti pris poétique. Après, on pourrait m'expliquer que rien ne s'ancre dans le territoire. Ça irait aussi, je veux dire. C'est ça, la question d'après? Non, la question d'après, c'est... Gibson, c'est un fantôme, là, derrière, ou pas? Ah non, je crois pas, non. Non, parce que... je sais pas, il y a la grille du GPS, il y a le locatif art, il y a l'image des USA, il y a Los Angeles, etc. Et je me demandais jusqu'à quel point il n'avait pas eu d'influence. Non, je crois pas, mais non, je sais pas. Donc, voilà, hasard, ouais. Donc voilà. Je peux poser une dernière question. Mais oui. Il y a une volonté de faire une représentation qui est basée sur du concret quand même.
Ouais. Mais on m'a dit ça il n'y a pas longtemps, j'en ai pris conscience. Hein. Oui. Ouais. Donc, c'est basé sur du concret, c'est basé sur un calcul précis. Ouais. Alors, quand on la reçoit, ça aurait pu être construit complètement. Et puis, bon, mais c'est pour ça que je parle d'arbitrage de l'algorithme. En fait, on est dans la logique, vous parliez de collectage, moi je parle plus de prélèvement, c'est-à-dire qu'une obsession du prélèvement. Je me vois, l'image qui me vient souvent, c'est avec la feuille de papier à la mine de plomb à gratter la texture, là, donc prélèvement permanent. Et avec un arbitrage qui est derrière, qui fait filtre, on parlait de couche de médiation, là, qui fait filtre, en fait, pour la restitution. Effectivement. Et donc, sur cette carte, la première surprise, c'est qu'il reste rien, pratiquement, et que même va se devoir se superposer à mon souvenir, parce que l'idée, c'est de décrire ce paysage, de décrire et d'écrire ce paysage, la réalité du paysage traversé à sa projection en territoire déchiqueté, en fait, à savoir que les zones oranges, par exemple, c'est les zones d'altitude, qu'on est monté jusqu'à presque 3600 mètres d'altitude, on est descendu jusqu'à moins 86 mètres. Et que donc, quand on est à 4000 mètres d'altitude, chaque point bleu, chaque trou bleu est une falaise de 4 km de haut, puisqu'il y a eu un effondrement. Donc il y a toute une relation que moi je vais devoir trouver entre cet arbitrage de l'algorithme et mon propre vécu par rapport au territoire.